La santé mentale des femmes immigrantes nous tient énormément à cœur. C'est pour cela que tout ce qui concerne la violence conjugale nous interpelle. On est dans le sens de sensibiliser pour avoir plus de foyers en harmonie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Merci déjà pour votre présence ce soir dans le cadre de notre premier live pour sensibiliser les familles immigrantes dans le but d'avoir des foyers en harmonie. Donc, je me présente, je suis Flore Odo-Ongueto, je suis entrepreneur, je suis actrice communautaire. En l'occurrence, je suis fondatrice et directrice générale du réseau des femmes en action qui nous réunit ce soir. Je suis également coach, conférencière et formatrice. Comment faire pour avoir les foyers en harmonie? Si je demandais, je posais la première question, quels sont les défis culturels les plus fréquents auxquels les familles immigrantes sont confrontées dès leur arrivée? D'entre deux. Okay. Moi, je veux bien me lancer. Donc, ce que tu demandes, c'est un exemple de défi courant auquel les familles immigrantes sont confrontées. Je dirais déjà que, bien évidemment, si tu viens d'un pays où la culture est différente, forcément, tu vas vivre un choc culturel. Déjà, au niveau même de la socialisation. Moi, par exemple, je viens du Cameroun. Si j'arrive au Canada, je vais être surprise du fait que, par exemple, je ne peux pas aller chez les voisins. On ne socialise pas de la même façon dans tous les pays. Donc, je dirais, déjà, sur le plan social, culturellement, c'est différent. Sur le plan de l'éducation des enfants aussi, pour les parents, on n'a pas les mêmes codes culturels. Donc, la manière dont on va éduquer les enfants, que ce soit en France, en Italie, au Canada ou au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a aussi un choc au niveau de l'éducation des enfants. Et le troisième choc dont j'aimerais parler ici est le choc au niveau des couples, c'est-à-dire que les rôles dévolus à l'homme et la femme dans le couple sont régis par la culture. Donc, quand tu arrives dans un autre pays, forcément, ce sera difficile pour toi parce que ce ne sera pas les mêmes règles en fait. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu ce que je peux déjà... Il y en a beaucoup, mais je vais laisser les autres s'exprimer quand même par rapport à ça. Je pourrais ajouter, comme Yann vient de dire, c'est... Le choc culturel, c'est très costaud, c'est très complexe parce que c'est à tous les niveaux. Et par rapport à ce qu'elle a déjà cité, je parlerai de la barrière linguistique. Surtout parce que nous parlons de nous qui sommes ici au Québec. Il a fallu du temps que je puisse même comprendre le québécois. On va parler du vestimentaire. Moi, je suis arrivée en avril, j'ai vu un soleil, je suis sortie. C'est la police qui m'a accompagnée parce que c'est le soleil d'Afrique. Donc, il pense qu'il y a ça aussi qu'il faut ajouter. Et je pense qu'elle a parlé de l'éducation et on va aller en détail au fur et à mesure qu'on va évoluer. Donc, moi, je dirais, de prime abord, quand on change de pays, il faut s'attendre au choc culturel à tous les niveaux. Donc, moi, je pense que c'est énorme, que ce soit sur le plan société, que ce soit sur le plan éducation, que ce soit sur le plan linguistique, que ce soit sur le plan vestimentaire, que ce soit sur le plan alimentaire. Donc, moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va pouvoir égrainer ça progressivement. Mais moi, j'ai une autre question qui trotte un peu. Est-ce que ces défis culturels contribuent aux tensions dans les familles immigrantes? Ça dépend. Quand je dis ça dépend, si on prend par exemple le défi du choc, par exemple, d'intégration des enfants à l'école, par exemple, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais il arrive parfois qu'on va te dire ton enfant il parle fort à l'école, par exemple, alors que c'est une culture. Ton enfant ne regarde pas les gens dans les yeux quand il s'exprime, alors que chez nous, regarder les gens dans les yeux, c'est un manque de respect. Et puis parfois, ça commence, papa va dire, si c'est papa qu'on appelle à l'école, le lendemain on appelle maman, tu vois, ça commence mentalement, dans la maison, ça commence à déstabiliser, ok? Maintenant, c'est
papa, parfois, ne va pas venir aller chercher l'enfant parce qu'il se dit, je sais pas ce qu'on va encore me dire là-bas de mon enfant. Vous voyez un peu, donc ça peut commencer déjà des petites tensions à la maison du côté des enfants, par exemple. Et comme elle a dit tantôt, pour le couple, on sait que le père, c'est le chef de famille en Afrique. OK? C'est pas un débat, c'est pas de la dictature. Moi, j'ai grandi dans un environnement où je voyais des familles où le père, il donne l'argent et c'est la mère qui gère le reste. OK? C'est lui qui prend des grandes décisions. Et maintenant, lorsqu'on arrive ici, papa qui ne trouve pas tout de suite le travail, par exemple, c'est maman qui va trouver en premier. OK? C'est un choc, c'est la réalité. Ça fait que papa commence à se sentir frustré. C'est comme s'il perd son rôle de père et comme ça, les tensions, ça commence, par exemple. Hein? Et dépendamment de comment ça va se gérer, ça peut bien se concevoir, tout dépendamment parce que moi, je crois à la force du témoignage. Parce que quand ça commence comme ça, s'il ne tombe pas dans un environnement où les gens lui disent, regarde, ici, c'est comme ça. Parce que nos époux, ils apprennent, ils s'intègrent dans le temps. En fait, il n'y a aucune référence pour leur dire, comme tu vois là, quand on est de l'autre côté, on nous parle de l'emploi, on nous parle de comment on va trouver l'emploi, comment on va trouver la garderie, mais on ne dit pas ici que, on n'insiste pas sur le fait qu'ici, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Il peut arriver que tu ne trouves pas le travail et que c'est maman qui commence à travailler. Donc, ça, ce choc-là, ça crée des tensions. Et moi, je pense que c'est l'une des causes, parce que quand j'ai regardé dans la littérature aussi ce problème des immigrants, le fait que l'homme se sent un peu comme s'il était diminué du fait qu'il ne trouve pas le travail et que c'est maman qui commence d'abord à travailler. C'est un peu ça. Parce qu'on parle souvent de la culture, du choc culturel, mais on oublie un peu que l'être humain n'est pas réductible à la culture. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes valeurs ne va pas avoir de bonnes valeurs, peu importe l'endroit où il se trouve. Donc, quand on immigre dans un nouveau pays, on immigre aussi avec nos croyances. On immigre avec notre éducation. Donc, si tu arrives à l'étranger et que même déjà dans ton pays, il y a des choses que tu ne respectais pas, il se peut que même à l'étranger, tu ne vas pas les respecter. Donc, je pense que oui, il y a le rôle du choc culturel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choix que nous faisons aussi de manière consciente. Et ça n'a absolument rien à voir avec le choc culturel. Je prends l'exemple des relations, les mariages, les couples. Beaucoup de gens vont commettre des actes et dire non, c'est la culture qui dit ça. Mais sur d'autres points, ils vont dire oh non, il faut s'intégrer. Pourquoi? Parce qu'on on appelle la culture quand ça nous arrange. Notre culture quand ça nous arrange, mais il faut s'intégrer quand ça nous arrange aussi. Donc, je dirais que les tensions vont vraiment dépendre de comment chaque personne s'intègre d'abord. L'enfant va regarder comment ses parents s'intègrent et la manière dont chaque parent va concevoir l'intégration va influencer sa manière de parenter. Parce que dans la famille, on interagit ensemble, on s'influence mutuellement. Donc, tu arrives dans un nouveau pays, peut-être tu n'es pas assez préparé, tu vis un choc culturel, ta femme ou ta conjointe vit un choc culturel, les enfants aussi. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans la famille pour faire face à ça? Est-ce qu'on en parle? Très souvent, chacun va vivre un peu son choc culturel. De son côté, on va faire des petits commentaires à gauche, à droite. Mais est-ce que dans les familles, on met en place, par exemple, des stratégies d'adaptation à une nouvelle culture ou est-ce qu'on s'adapte seulement comme ça au fur et à mesure? Parce que tu peux arriver avec ton mari ou ta femme et toi, tu t'adaptes plus facilement parce que peut-être ça a été plus facile pour toi parce que peut-être ta personnalité te le permet. Mais l'autre personne aura plus de difficultés que toi. Et là, tu vas dire, ah, mais non, tu as changé, tu n'étais pas comme ça. Mais est-ce que tu t'es demandé si cette personne-là n'est pas en plein processus de choc et qu'elle n'arrive pas à trouver comment s'adapter? C'est pour ça qu'elle réagit de la mauvaise façon. Donc oui, on s'adapte au choc culturel, mais toutes les stratégies qu'on met en place ne sont pas bonnes et ne sont pas saines. Parce que soit on ne sait pas, soit on n'écoute pas, soit on ne communique même pas. Donc, je pense que les migrants ont aussi besoin d'être accompagnés dans l'intégration, besoin d'être informés sur c'est quoi le choc culturel à différents niveaux et besoin aussi d'être conseillés et d'être guidés. Parce que tu te dis que bon, je vais le faire moi-même. Tu peux réussir, mais parfois, ça peut ne pas marcher aussi. Donc, l'une des causes des tensions, souvent, c'est je peux utiliser la culture ou le choc culturel pour masquer mes intentions personnelles. Et dire que oui, on n'est plus en Afrique ici, on est maintenant au Canada ou on est en France, mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu veux simplement justifier le pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais.
Et là, tu fais appel à la culture. Mais dans d'autres domaines, tu oublies complètement ta culture. Donc, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Moi, je voulais intervenir au niveau des côtés. J'ai pris tout ce qui a été dit, mais il y a quelque chose qui différence juste un petit peu, mais je pense qu'on est semblable au niveau de l'immigration, c'est que nous, les Latino-Américains, on a la langue. On doit apprendre le français. On arrive avec l'espagnol, puis on a beaucoup de pression à part des chocs culturels. C'est un gros défi, puis l'indépendance, l'autonomie. On est tellement une communauté tout pareil que la communauté noire africaine. C'est des femmes qui grandissent dans les côtés machos. On appelle ça les machos. La femme, c'est un petit peu plus dominé, puis c'est l'homme qui contrôle. Et on essaie de prendre tout ça en arrivant ici, surtout, puis c'est la langue. Ça crée beaucoup de conflits, ça peut vraiment créer des discussions au niveau des couples, parce qu'il y a tout un apprentissage. Il y a le travail, il y a l'égalité de travail à la maison, parce que la femme travaille ici. En Amérique latine, habituellement, on peut trouver des femmes qui restent à la maison, mais ici, la femme doit travailler comme tout le monde, puis l'homme aussi. Mais il y a aussi l'étude, tu dois apprendre la langue. Alors, il y en a un qui apprend plus vite, l'autre qui... Alors, ça crée c'est pas juste le côté culturel qui est beaucoup plus fréquent, mais on parle aussi de la langue. Et les rôles aussi, justement, parce qu'on doit s'habituer. Qui arrive avant, c'est lui qui prépare à manger. Alors, les rôles familiaux changent, ça crée pas de conflit. On est dans une société qui est moins traditionnelle. On doit s'habituer aussi, ça crée des conflits quand la femme commence à mettre en place tout ça. L'homme n'est pas tout à fait d'accord. Alors, ça commence à créer des conflits, ça commence à créer possiblement des violences, qu'on les voit. Nous, avec la communauté, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Puis ça crée des incompréhensions tout à fait. Puis c'est à partir de là que la violence peut commencer, même si ça a été vu avant, et la femme n'a pas remarqué. Mais c'est des choses qui s'ajoutent de plus en plus en arrivant ici avec l'immigration, la langue, la culture, l'environnement. C'est quand même, on comprend que les Québécois valorisent beaucoup l'indépendance, l'autonomie. Et la femme qui vit ici, une femme immigrante arrive, n'importe de quelle communauté, alors on doit pousser beaucoup parce qu'on doit être indépendante, on doit être autonome. Puis les autres de notre communauté ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, toutes ces choses-là vont commencer à créer des conflits qui vont vraiment générer possiblement la violence. C'est vraiment un thème très intéressant qu'on n'en parle pas souvent. Puis l'immigration, c'est vraiment tout ça. C'est juste ça que je voulais apporter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une intervention par rapport à la première question, si l'on peut avancer tranquillement, si vous le permettez? Parfait. Et la question suivante qu'on a également eu à avoir, c'est quels facteurs socio-économiques contribuent aux tensions dans les familles immigrantes au Canada? Je crois que la mamie a parlé de pas mal de facteurs tout à l'heure. On a déjà le fait que l'un des conjoints peut arriver et ne trouve pas de travail. Et un travail, ça peut créer un mal-être. Donc, ça fait que le revenu parfois n'est pas suffisant. Et ça peut limiter aussi ce qu'on peut s'offrir en tant que famille quand il n'y a pas assez d'argent. Donc, je dirais la précarité de l'emploi. Autre chose aussi, c'est la déqualification professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens ont quitté leur pays où ils vivaient, que ce soit leur pays d'origine ou un autre pays d'immigration, en ayant un poste bien établi, une très belle carrière, pour immigrer peut-être ici. Et ils arrivent à qu'ils ne peuvent pas exercer. Ils ne peuvent pas exercer parce qu'ils sont dans des métiers, professionnels, des métiers réglementés. Et peut-être ils n'étaient pas au courant de cela. Il y a pas mal de gens qui vont se retrouver faire le taxi, comme on dit, être chauffeur Uber, alors que peut-être dans leur pays d'origine, ils étaient peut-être médecins, ils étaient cadres et tout ça. C'est un gros impact sur la santé mentale parce que là, il y a la désillusion. J'ai beaucoup de patients qui font des dépressions à cause de ça parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de la personne que j'étais avant d'immigrer. Je ne me reconnais pas dans qui je suis. J'ai trop chuté et je regrette. Donc, il y a ce facteur-là de précarité d'emploi, de désillusion professionnelle. Il y a aussi le fait que tu arrives à l'étranger, par exemple,
tu ne veux pas, tu as du mal à être flexible. Je veux dire, tu arrives même et tu sais que tu peux faire d'autres formations, tu peux même t'intégrer autrement, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu veux garder un certain statut, tu ne veux pas mettre en place des stratégies sur le long terme. Tu veux tout de suite. Et alors, tu te lances, tu y vas d'échec en échec, et ça ne fonctionne pas. Et voilà, à un moment donné, tu deviens aigri, envieux par rapport aux autres qui ont peut-être plus réussi que toi parce qu'ils ont vraiment pris le temps d'écouter, de se renseigner et tout. Donc, ce que moi, je vois vraiment dans ma pratique, c'est beaucoup plus la précarité de l'emploi, la désillusion professionnelle et aussi la différence de niveau social entre l'homme et sa femme. Je ne dis pas ici que je ne suis pas en train d'accuser les hommes du tout. Je dis que j'ai déjà vu dans les couples où, dans leur pays, l'homme avait une situation un peu plus, un peu plus grande. On arrive à l'étranger, il trouve peut-être un autre boulot, mais la femme, en fait, s'en sort mieux. C'est-à-dire qu'elle va gagner plus ou elle va commencer à mettre en place des projets et elle va aller dans un autre statut social. Donc, elle va grimper au niveau de l'échelle sociale plus que son mari. Et malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent bien gérer ça. Maintenant, ça peut être aussi que c'est la femme qui, par son comportement, peut rabaisser son mari. Ça dépend des situations. Mais il y a des couples qui n'arrivent pas à gérer le changement de rôle ou l'inversement de rôle ou de position sociale une fois qu'ils arrivent à l'étranger. Et ça va créer des problèmes, des tensions. Et à la fin, il y aura des problèmes de couple. Et aussi, ça va vraiment affecter la santé mentale de papa, de maman et des enfants. C'est ça. Et je m'arrête ici. Je voulais parler des dettes, mais je crois que quelqu'un d'autre va parler de l'endette. Merci. Ben, oui, je suis modératrice, mais en même temps, ayant la casquette d'actrice communautaire, je reçois énormément de clientes. Et à côté de ça, je suis entrepreneur de clientes qui viennent et qui essayent comme ça de se confier. Et moi, je peux dire que le positionnement social revient tout le temps. Et généralement, c'est quoi? C'est que le couple arrive, parfois le monsieur va traîner le pas, ou bien il va entrer dans un système de choix professionnel. Mais de l'autre bord, la femme peut-être, elle s'habitue rapidement, elle commence à travailler rapidement et tranquillement, elle upgrade. Et une fois que ça arrive, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que il y a comme une mauvaise gestion à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si les dames, vous pouvez, comme vu qu'on est là vraiment pour essayer de travailler, trouver des solutions, de faire des propositions pour avoir des foyers en harmonie. Comment est-ce qu'une femme qui est dans cette posture devrait se comporter pour que son homme continue à avoir sa place de chef? Parce que tantôt, la mamie l'a mentionné. Chez nous, la culture, c'est ainsi. L'homme, c'est le porteur de la vision familiale. L'homme, c'est le chef de famille. Ça, c'est pas un débat. Alors, quand ça arrive, parce que ce qu'elle me dit souvent, c'est que elles ont l'impression que il y a comme un complexe d'infériorité qui commence à naître. Il y a comme une frustration qui commence à naître. Et ça entraîne souvent certaines tensions qui vont tourner vers de la violence psychologique. Donc, est-ce qu'on a des propositions? Qu'est-ce que moi je peux comme demain après qu'on se soit retrouvé, qu'est-ce que je pourrais comme donner comme conseil à une femme qui est dans cette situation-là avant qu'on continue? Moi, je peux me lancer. Comme elle a dit tout à l'heure, moi, je pense que ça dépend déjà de la situation familiale avant l'immigration. OK? Si avant l'immigration, vous étiez un couple en parfaite harmonie, OK? Immigrer ici, quels que soient les défis, ça peut rapidement se replacer. OK? Dans les cas où ça, moi, parce que il faut qu'on sorte d'ici avec des propositions de solutions. OK? Moi, je pense que, en tant que chef de famille, s'il arrive que toi, au moment tu arrives ici et que c'est toi qui prends, parce que si au Cameroun, tu étais autonome, tu travaillais, papa, maman travaillait,
ce sera pas très compliqué, même si arrive ici, tu as un autre statut. Si c'est le cas où, si c'est ce cas, ça dit vous deux vous travaillez, mais arrivé ici, papa a le travail, maman a le travail avant. Toi, maman, s'entend que papa se sent pas bien. Je pense que c'est toi qui vas beaucoup plus ouvrir le débat, hein, et l'amener à comprendre que le fait que tu aies trouvé le travail avant, le fait que tu aies un grand poste n'enlève en rien le fait qu'il soit chef de famille. Il faut que tu le lui dises. OK? Non seulement tu le lui dis, mais que tu le prouves aussi avec des actes. Il y a beaucoup de... Parce que moi, quand même, je viens d'Europe. J'ai grandi, c'est vrai, dans une famille africaine, mais j'ai surtout vécu et grandi dans un environnement occidental. Donc, tous ces petits problèmes que vous parlez là maintenant, je ne peux pas vraiment apporter un plus parce que moi, je le vis par d'autres personnes, en fait. Le changement que vivent mes sœurs qui viennent soit d'Afrique ou qui viennent de Haïti, qui viennent d'ailleurs, en tout cas. Je le comprends, mais moi, c'est encore autre chose parce que c'est une question de mentalité. C'est la mentalité. Parce que même le fait de vouloir mettre une certaine discussion sur table pour faire comprendre à monsieur que non, il garde toujours sa place d'homme, même si madame a un emploi avant. Je sais pas, c'est très complexe. Je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus parce que moi, j'apporterais peut-être plus de propositions ou de points de vue pour d'autres questions, mais pas parce que j'ai pas vécu les mêmes réalités. C'est pas la même chose. Parce que le choc culturel, moi, je l'ai pas vraiment vécu parce que vu que je viens d'Europe, c'est à peu près la même chose. L'Europe et venir ici au Canada ou aller aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Moi, c'est plus un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. C'est plus ça. Oui, je voulais dire pour compléter un peu ce que mes deux collègues viennent de dire ici. Je dirais que chaque couple est vraiment unique, comme chaque personne est unique. Il n'y a pas une recommandation qu'on peut faire pour tout le monde. Parce que déjà, tu ne peux pas recommander une solution pour une situation que tu ne connais pas. On en parle ici, mais on parle vraiment des généralités. Et si on prend maintenant chaque couple, on analyse qu'est-ce qui s'est passé, on va se rendre compte qu'il y a tellement de complexité qu'il faut développer des solutions par rapport à chaque situation. Et aussi, comme la mamie disait, oui, d'après notre tradition culturelle africaine, il y a des rôles. Hein, il y a des rôles masculins et féminins dans la relation de couple. Et si je me souviens bien, la première question que tu as posée sur le choc culturel, ce que je vais dire, c'est que on immitre dans un nouveau pays. Je rappelle encore ici la responsabilité individuelle. Tout n'est pas que culture. Tout dépend de comment toi-même d'abord, tu te positionnes par rapport à ta culture d'origine. Tu peux être africain, congolais, sénégalais, camerounais, mais en vivant déjà dans ton pays, tu vis selon les normes culturelles importées. On n'a plus besoin de se déplacer aujourd'hui pour savoir comment on vit en France, à l'Italie. Non, il y a les réseaux sociaux, il y a vraiment tout pour que tu puisses savoir comment les gens font ailleurs. Donc, ce n'est pas par rapport à l'immigration, c'est par rapport à toi-même. Quelle est ta mentalité? Quelles sont tes croyances? Comment tu vois les choses? Et il y a même des hommes, ils vont arriver à l'étranger et les femmes aussi, hein, ils vont se révéler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se connaître à 100%. Parfois, tu arrives dans un nouveau milieu, tu te surprends à avoir des comportements que tu ignorais. Parce que le milieu est différent. Il stimule chez toi des choses qu'on n'avait jamais stimulées, donc tu ne pouvais même pas savoir que tu étais comme ça. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont ouverts à la communication. Il y a un homme, par exemple, s'il a des traits narcissiques, ou alors, je ne parle pas ici de narcissique, de pervers narcissique, ça c'est autre chose, mais si c'est des traits narcissiques, c'est-à-dire que pour lui, il a toujours raison. Ce que j'ai dit, c'est ça. C'est moi, l'homme, j'ai raison, je ne suis pas ouvert à la communication. Ça va être difficile pour toi de communiquer avec lui. S'il souffre d'un complexe d'infériorité, ça va être difficile pour toi. S'il est jaloux et envieux, ça va être difficile. Donc, la femme, il y a des choses que tu peux faire toi pour faciliter les choses, mais ça dépend de qui est en face. Est-ce que l'autre est ouvert à ça? Est-ce que l'autre a l'habitude de t'écouter?
Est-ce que l'autre veut que ce soit comme ça? Parce que tu as un mari qui ne voit pas les choses comme toi, ça servira à rien. Donc, quand on dit solution, première des choses, est-ce que les deux membres du couple déjà sont OK pour aller dans ce sens de solution? Parce qu'il y a des maris qui vont dire à leur femme, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Si tu veux que ce couple-là continue, arrête ton truc d'entrepreneuriat là ou ton truc que tu es en train de faire. Ils vont dire ça. Parce que pour eux, c'est ça, sauver leur couple. Peut-être la femme va se dire, mais non, tu vas me bloquer alors que non, je ne veux pas, je préfère qu'on se sépare. Donc, ce n'est pas toujours évident. Si on cherche qui a raison et qui a tort, on ne va pas s'en sortir. Je crois que c'est plus, on a affaire à deux personnes en souffrance. Et chacun essaye de sauver son couple à sa manière, mais aussi de s'épanouir. Mais quand on n'arrive pas à se comprendre, ça va créer des conflits, des tensions, et on va finir par se séparer. Donc, en parlant de solution, vraiment, ce que je veux dire ici, on garde en tête qu'il n'y a pas de solution pour tout le monde. De solution générale, pardon. Les solutions sont calibrées. Et pour donner une solution, tu dois connaître la situation. Tu ne peux pas simplement dire que il faut faire ci, il faut faire ça. Tu peux faire des suggestions, comme la mamie disait, on suggère des choses. Mais on ne peut pas dire que forcément ça va marcher parce qu'on ne connaît pas quel est le caractère de cette femme-là quand elle est avec son mari. Peut-être qu'elle ne nous dit pas tout aussi. On ne sait pas aussi quel est le caractère de l'homme-là quand il est avec sa femme. Peut-être lui aussi ne nous dit pas tout. Nous sommes à l'extérieur de la relation. Nous ne vivons pas avec eux. Donc, il faut toujours faire attention avec les histoires de couple parce qu'on ne vit pas avec les gens. Essayez juste de leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe et les voir à deux. Parce que ce qui se passe parfois dans les consultations de couple, tu parles au mari, il te donne une version, tu parles à la femme, il te donne une autre version. Quand tu mets les deux ensemble, là, tu as une idée de ce qui se passe. Mais si tu écoutes juste l'un ou l'autre, tu vas être complètement perdu. Pas qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ça peut être que chacun parle avec ses émotions. Je raconte ce qui s'est passé avec mon vécu, avec mon traumatisme. Et du coup, mon mari ou ma femme ne va pas raconter de la même manière, mais on raconte la même histoire, mais pas avec le vécu. Donc, c'est important d'écouter les deux personnes pour avoir une petite idée. Parce que parfois, ils ne vont pas tout dire et c'est normal. Mais on les écoute d'abord, on propose des choses et on voit d'abord même s'ils veulent vraiment sauver leur relation ou ils sont à la recherche de coupables. Parce que parfois, les gens viennent juste parce qu'ils veulent que tu dises qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Un couple comme ça, il n'est pas à la recherche de solutions, il est à la recherche de quelqu'un à blâmer. Mais il y a des couples, par contre, qui veulent des solutions, qui disent, OK, les torts sont partagés, voici ma faute, voici sa faute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'en sortir? Donc voilà, ce que je voulais rajouter à ce qui a été dit. Exactement. Merci beaucoup, Alexandra. Oui. Oui, je voulais apporter des petits détails. Ça dépend. Si on rentre ici vraiment déjà dans la violence, on va plus rester. Moi, je vais rester plus parce que la violence a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Que ça, c'est vraiment plus au niveau, si on s'en va un petit peu plus au professionnel, on peut évaluer quel niveau est les couples actuellement. Mais si on parle plus si on met l'accent sur qu'est-ce qu'on cherche, c'est l'harmonie au foyer, vraiment, c'est là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que la première chose, c'est une conversation ouverte en couple, chercher des solutions. Habituellement, nous, les femmes, on en parle beaucoup, puis les hommes, ils essayent de pas trop parler. Alors, je pense que ça arrive au moment qu'on doit s'asseoir puis parler ouvertement avec l'autre, avec ton couple, puis mettre les cartes sur la table, puis négocier. C'est là que je fais la question pour arriver à des accords en commun et égalitaires. L'équité, moi je parle toujours de l'équité si c'est une pression au niveau des ménagères, si c'est une pression au niveau financier, si c'est une pression au niveau de tout ce que tu fais, les tâches, ta carrière, c'est un moment de t'asseoir tranquillement ouverte avec ton homme, ton couple, puis chercher des solutions, trouver des solutions ensemble. Prioriser le bien-être. Moi, je suis toujours là-dessus. Quand on vient de parler de santé mentale, mais quand tu n'es pas ouverte à penser que ton bien-être, c'est important, hein? Je pense qu'on doit prioriser en tant que femme ton bien-être et ta santé mentale. Les ressources sociales et communautaires est très, très, très important. Puis, quand j'ai accepté de participer à cette rencontre des femmes, c'est bien écrit, Réseau des femmes en action.
Les ressources sociales est essentiel pour la réussite d'une communauté, surtout pour les immigrants. Et pour tout le monde, mais nous, les immigrants, on arrive dans son nouveau pays, on laisse sa famille, on laisse son entourage, alors on est dans l'attitude. On n'a personne, on est enfermé avec des travails, des dettes, des difficultés financières, l'intégration. C'est là qui rentre les organismes communautaires, c'est là qui rentrent les réseaux, c'est là qui rentrent les initiatives qui sont pour bénéficier la femme de toutes les origines. Alors, c'est rapprocher avec les compatriotes. Je pense que ça, c'est important. Manger en repas ensemble, parler, t'ouvrir et dire, écoutez, moi, je me sens tellement seule. Ça fait longtemps une femme avec qui parler, comment je peux me guider, comment je peux aider mes enfants. C'est très, très important. Puis l'équilibre financier aussi, chercher un équilibre pour voir comment... Habituellement, les problèmes des couples, ça rend beaucoup de qualité des tâches ménagères puis les finances. C'est habituellement là. Puis l'autonomie. Gérer le stress, ça c'est quelque chose d'important au niveau de la femme. Des fois aussi, on voit des femmes qui sont vraiment stressées, puis amènent tout ça à la maison, amènent tout ça au mari, puis ça peut créer beaucoup de conflits au niveau de la famille, puis ça passe aux enfants. Prendre soin, comme je dis, la santé mentale, puis si ça n'arrive pas, puis toutes ces techniques-là, ça va marcher, allez chercher de l'aide des professionnels. On n'est pas là pour dire vraiment quoi faire. Si tout cette là t'as déjà dépassé, écoute, j'étais allée voir quelqu'un dans un organe communautaire, j'ai parlé ouvertement avec mon couple, j'étais allée faire de l'exercice de respiration, yoga, tout ça, puis ça continue de difficultés à la maison, va voir un professionnel. N'arrive pas à la dernière étape, on ne vit pas, c'est ça qu'on est en train de sauver, c'est des vies des femmes qui restent enfermées à la maison, tout ça. Allez chercher des gens qui vont vous aider, des réseaux, des femmes, de n'importe quelle communauté, mais sortez de la maison, cherchez à vous intégrer, on est ouverte. Moi, je suis tellement ouverte à recevoir des femmes, puis prendre un café, parler, les réseaux des femmes en action aussi, puis il y a d'autres organismes, puis les femmes qui sont ici présentes, je sais que c'est des femmes qui sont là aussi pour guider, parce que ce sont des femmes qui sont là pour aider et guider qu'on puisse enfin arriver à des familles équilibrées, des familles heureuses, parce que c'est ça que la société cherche. Merci beaucoup Alexandra pour ces causes et ces propositions de solutions. C'est vrai que là, on a touché le point culturel, on a un peu parlé du point socio-économique. En tant qu'immigrante, est-ce que vous pensez que les proches, là, les familles qu'on laisse, par exemple, dans nos pays, peuvent influencer aussi? Non, oui. Je vois tout le monde, ma PPA qui dit, elle hoche la tête. Donc, je pense que tout le monde est en accord avec ça. Ouais. Oui, effectivement, la famille... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, la famille peut aussi influencer la gestion du couple et tout cela. On le voit, ce matin, j'étais avec des étudiants en immigration. Vous savez, c'est juste un exemple. On a demandé qui s'est préparé. Et là, il n'y avait qu'une seule fille, mais il y avait peut-être plus d'une dizaine de garçons. Personne ne s'est préparé. Mais quand vous arrivez ici, il n'y a pas quelqu'un qui va préparer. Vous êtes tous des jeunes garçons qui allaient être là, qui allaient vivre en colocation. Si tu es en colocation avec une autre nationalité, parce que peut-être vous êtes à l'université, ça prend que vous respectez l'espace de l'autre. Donc, en fait, pour revenir au point, la famille souvent n'est pas dans la réalité, n'est pas dans le défi. Et généralement, quand on accompagne les couples, mon époux et moi, on dit vos affaires, c'est vous deux qui pouvez les régler. Excellent. Et merci infiniment, vraiment. Moi, je pense que les unes et les autres ont évoqué des suggestions et chacun doit prendre en fonction de sa situation, OK? Moi, je pense qu'on a parlé de la communication, on a parlé du réseau, on a parlé des échanges, on a parlé de faire la limite entre
les parents qui sont restés là-bas et nous ici. Mais tout ça, ça vient dans une perspective de processus, en fait. Parce que je dis, si tu étais le mentor, le pilier de la famille au Cameroun, en Afrique, et que tu immigres, dans les faits, pas ce qui se passe. C'est à toi de travailler. Le monsieur ne faisait rien. Ce qu'on retient, c'est que les deux, si vous voulez que la famille soit en harmonie, papa, maman, vous allez vous mettre à causer ouvert. Il y a des familles qu'on ne peut pas rattraper. Il y a des morceaux qu'on ne peut pas couler. On parle ici des familles qui veulent bien être en harmonie parce que, comme Yann disait, en venant, c'est déjà dans tous les sens. Vraiment, tout ce qu'on va faire là, ça va rien. Moi, mon mot de fin va vraiment être sur les traumatismes parce qu'on dit faut guérir les familles, pratiques saines. On a vraiment parlé de plein de choses. Mais dans une famille, parfois, on a la femme ou le mari ou même les enfants qui ont vécu des traumatismes, soit des traumatismes même qu'ils avaient avant d'entrer dans la relation ou qu'ils ont même eu pendant la relation, surtout quand on parle de violence. Donc, dans une famille, si tu as un des membres qui vit un traumatisme, sa santé mentale va avoir un impact sur la santé mentale des autres. Et à un moment donné, tout le monde dans la famille va être au même niveau de santé mentale parce qu'il y en a un qui est malade. Donc, il ne faut pas oublier ça. Parfois, c'est une personne qui ne va pas bien depuis tellement longtemps que son état s'est dégradé. Peut-être même elle fait une dépression, elle ne sait pas. Peut-être même qu'elle a développé des troubles anxieux, elle ne sait pas. Et tous ces symptômes-là vont être difficiles pour elle à gérer parce qu'elle ne les connaît même pas. Et cela va avoir un impact sur les interactions qu'elle a avec les enfants, avec le mari, ou si c'est le mari, avec les interactions qu'il a avec le reste de la famille. Donc, parfois, le problème se trouve au niveau des maladies mentales. Mais comme dans nos communautés, il y a beaucoup de tabous, on se dit, je ne suis pas fou et tout, je ne veux pas aller voir un psy. Moi, je dis juste, les psys, on ne sait pas la folie. Ce n'est pas une question de folie. C'est une maladie qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on dit maladie mentale. Ça ne veut pas dire qu'on est faux. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais elles existent. Donc, parfois, allez consulter. Même pour sortir d'une séparation, parfois, moi, j'ai des gens parfois qui viennent consulter parce qu'ils veulent de l'aide pour se séparer. Madame, on veut se séparer de manière saine. On ne veut pas s'entretuer. On veut bien se séparer. Et ça s'apprend. Il y a des gens qui sentent qu'on n'est pas capable là de divorcer dans les bonnes conditions parce que la bagarre qu'il va y avoir, ça va nous détruire et les enfants aussi. Ils viennent chercher de l'aide pour apprendre comment se séparer de manière saine, même si on n'est pas d'accord sur tout. Même si tu ne te sépares pas et que tu es encore dans la relation, on parle de communication, mais parfois, ce n'est pas une question de communication, puisque tu l'as déjà dit 10, 15, 20 fois. Et ça ne change pas. Donc, la communication, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur les fondamentaux. Et tant qu'on ne sera pas d'accord sur les fondamentaux, on aura beau communiquer autant qu'on veut, il n'y a rien qui va changer. Parce que ce qui fait la base de la relation, elle n'est pas là. Moi, je regarde à droite, toi, tu regardes à gauche. On va communiquer sur quoi? Puisque à la base, nous, fondamentalement, on ne voit pas dans la même direction. Ouais. Donc, pour moi, je vais terminer là. Donc, guérir ses propres traumatismes, s'assurer qu'on n'a pas une maladie mentale peut-être qui est en train de nous pousser à avoir certains comportements, s'assurer qu'on n'a pas de séquelles d'une précédente relation ou de la violence qu'on a vécue qui font que justement on ne s'entend plus dans la famille. Donc déjà, prendre soin de soi-même en tant que personne, que tu sois le mari ou la femme, et faire attention aussi à la santé mentale des enfants. Est-ce qu'ils ont été impactés? Parce qu'ils voient ce qu'on fait, ils entendent ce qu'on dit. Ils voient comment papa traite maman, comment maman traite papa. Tous ces mots-là qu'on dit, ça les affecte, hein, même s'ils disent rien, même s'ils font semblant de jouer, ils ont entendu. Il y a un impact. Donc, des familles, pour moi, en santé, des familles qui travaillent sur le bien-être, c'est d'abord chaque membre de la famille qui travaille d'abord sur sa propre santé mentale. Parce que quand tu vas bien, c'est beaucoup plus facile pour toi d'être ouvert au changement. Mais quand tu vas mal, ta douleur va prendre trop de place. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et merci à tout le monde. Et moi, le mot de la fin serait que chacun trouve sa place, que chacun garde sa place, c'est-à-dire l'homme, tu connais ta place en tant qu'homme, et toi, la femme, tu connais ta place en tant que femme. Si vous venez, en tout cas, de familles saines, normalement, les choses devraient bien se passer. Mais comme je le disais,
tout dépend de la mentalité de la personne. On peut venir de n'importe quelle culture, mais si déjà dans notre tête, si ça ne va pas, c'est pas en se mettant en couple que ça ira mieux. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que non, si je me marie, si je sors d'un certain problème, je me mets avec telle femme, je serai mieux. Non, bien au contraire, on ne fait qu'empirer la situation parce qu'en fait, on devient le bourreau. On devient un bourreau dans cette histoire de couple. Et il y a des enfants aussi qui sont là-dedans. Les enfants deviennent finalement des spectateurs aussi. Parce que lorsqu'il y a des tensions, ils subissent indirectement, d'autres, ils le subissent directement parce que chacun a un cœur avec une certaine limite. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Ce que je dirais, c'est que vraiment que chacun puisse respecter l'autre. Dans quel sens? C'est que pense au bien-être de l'autre personne. C'est important.